Alors, je vous pose la question, c'est quoi une inflammation? C'est une réponse de l'organisme vis-à-vis d'une agression. D'accord. C'est touché. Très bien. Donc, à certains moments, l'organisme va subir certaines agressions qui sont de différents types et il va y avoir un déclenchement avec des éléments et des substances qui sont sécrétées et qui vont intervenir pour défendre l'organisme. Alors, d'après ce que je viens de dire, l'inflammation est un processus qui est bénéfique. Donc, c'est pas comme on l'entend, on dit inflammation, c'est quelque chose de pathologique, pas du tout. Donc, qui fait? On a produit des anti-inflammatoires. Alors là, vous êtes à côté. Les anti-inflammatoires. Je suis en train de parler du phénomène d'inflammation. Donc, le phénomène d'inflammation, quand on dit une inflammation, ça sous-entend être malade. Oui. En fait, non. Une inflammation, c'est une réaction de l'organisme pour guérir la région qui a été touchée. D'accord? On continue. Alors, ce processus, donc, qui est, comme je l'ai dit, quelque chose de normal, va œuvrer pour défendre l'organisme. Ces phénomènes peuvent être locaux. Ça veut dire quoi, locaux? C'est-à-dire que quand on a une inflammation, soit on peut se rendre compte de cette inflammation en la regardant avec les yeux. C'est le rôle du pathologiste. Pourquoi est-ce qu'un pathologiste regarde une inflammation? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Exactement. Et donc, pour donner un traitement en fonction du type d'inflammation. Et puis, ça peut être une manifestation générale, donc fièvre, altération du général, etc. Ou bien, elle peut être biologique. Biologique, accélération de l'AVS, augmentation des globules blancs, d'accord. Donc, elle peut se manifester sous 3 formes. Forme visuelle, locale, en mettant en évidence les cellules qui interviennent. Vous allez voir que c'est quelque chose d'important. Vous allez voir au cours des prochaines séances qu'il y a des cellules qui permettent de déterminer le type de maladie pour donner un type de traitement spécifique à cette maladie. D'accord? Comme j'ai dit, des phénomènes généraux et puis biologiques. Alors, c'est un phénomène qui va toucher normalement tous les tissus et dont le but, comme je l'ai dit, c'est de réparer l'agression qui a été faite. Et donc, il va commencer avec l'agression et il va s'arrêter au moment où l'agression est réparée. D'accord? S'il continue après ça, il va devenir pathologique. Donc, comme il existe une inflammation normale, il existe une inflammation pathologique. Alors, cette inflammation pathologique, c'est quand il y a une augmentation ou bien une insuffisance de ce phénomène d'inflammation. Et donc, généralement, ça se traduit par un passage à la chronicité. Donc, une inflammation qui dure dans le temps et qui va devenir chronique est une inflammation qui est pathologique. Vous allez voir que dans les prochaines séances, que l'exemple que je prends le plus, ça va être au niveau de la peau, une coupure au niveau de la peau. D'accord? Alors, si je prends cet exemple, et on a une coupure au niveau de la peau. Quand c'est guéri, entre parenthèses, on a une cicatrice. C'est quoi? Est-ce que c'est une guérison? Non. Ça veut dire que là, dès qu'il y a une cicatrice, ça veut dire que le phénomène n'a pas abouti à la réparation intégrale. Pour qu'on parle de cicatrisation, de guérison, il faut qu'il y ait guérison sans séquelles. Sans séquelles, la séquelle au niveau de la peau, c'est la présence d'une cicatrice. Donc, quand vous vous coupez et que vous avez une cicatrice qui persiste, ça veut dire qu'à certains moments, l'inflammation a dérapé. Il y a eu quelque chose qui l'a empêché de se terminer et de se terminer en réparation. Donc, vous avez constaté que certains moments, vous vous coupez et ça disparaît totalement, et d'autres moments, oui, ça reste comme une cicatrice. OK? Alors, on peut dire, d'après ce que j'ai dit là, ce que je viens de présenter, d'abord que l'inflammation est un phénomène qui est dynamique, évolutif.
Donc, ce n'est pas un phénomène, il ne faut pas, vous allez voir tout à l'heure que ce que je dis là est vraiment prouvé, que l'inflammation, ce n'est pas des éléments qui vont intervenir les uns après les autres, ou là, les phases après les autres. C'est-à-dire une phase tibda, elle se termine, il y a l'autre phase qui commence, il y a des éléments qui interviennent, des éléments cellulaires ou bien des substances qui vont intervenir, elle s'arrête, l'autre elle commence. C'est un phénomène qui se passe, qui est général et qui est contigu, d'accord? Alors, il est constitué, comme je vous ai dit, par un ensemble de réactions. Ces réactions sont cellulaires, mais également elles sont humorales, par la sécrétion de substances. Elles sont déclenchées par toutes les lésions tissulaires, infectieuses ou non infectieuses. D'accord? Il n'y a pas que l'infection, les virus ou là, les bactéries. Ou là, on a tendance à croire que quand on dit inflammation, on pense infection. L'inflammation peut être non infectieuse. Le processus inflammatoire est habituellement bénéfique puisqu'il aboutit à la cicatrisation. Et il faut prendre ce terme de cicatrisation pas au terme exact une cicatrice. Cicatrisation, je veux dire guérison. D'accord? Et parfois, il est néfaste. Pourquoi? Parce qu'il y a un dépassement, il y a une perturbation, il y a un dépassement, il a une chronicité et donc il devient une maladie. Alors, quelques mots concernant le processus inflammatoire, un petit historique. Il faut savoir que c'est un phénomène qui a été diagnostiqué, si vous voulez, déjà il y a longtemps, l'ère des Romains. Donc, et c'est un médecin qui s'appelle Cels. Ce médecin n'a pas déterminé la physiopathologie de l'inflammation. Il a seulement dit, tiens, il a constaté que quand il y a une inflammation, il y a des signes généraux qui apparaissent. Et c'est ce qu'on appelle la tétrade, donc tumeur, chaleur, congestion et tuméfaction. D'accord? Voilà, cliniquement. Donc il a déterminé des signes généraux, locaux régionaux ou locaux généraux. Donc une chaleur, une fièvre, d'accord, une rougeur, une tuméfaction et une douleur. Donc il a dit, tiens, quand on a cette tétrade, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Après ça, il y a eu plein d'études, plein de recherches pour déterminer les mécanismes physiopathologiques, comment se fait cette inflammation, qu'est-ce qui intervient dans cette inflammation, quelles sont les différentes phases de cette inflammation, où a lieu cette inflammation, qu'est-ce qui cause cette inflammation, etc. Alors, des territoires de l'inflammation. Il y a une chose d'emblée que vous devez connaître et ne pas oublier là, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'inflammation s'il n'y a pas de vascularisation. Pour qu'il y ait un processus inflammatoire et réparation, donc c'est ça le but, il faut qu'il y ait vascularisation. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est à travers ces vaisseaux que tout se passe. À travers ces vaisseaux qu'il y a un échange, que les cellules qui entourent ces vaisseaux ont une action sur la coagulation, etc. C'est compris? Donc, pas de vascularisation, pas d'inflammation, pas de réparation. Donc, il y a des tissus dans l'organisme qui ne comportent pas de vaisseaux et donc qui ne vont pas être réparés. C'est le cartilage. Très bien. Le cartilage, la cornée. La cornée, voilà. Les épithéliums. Voilà. Non, où je mets l'épithélium? La peau. Non, les épithéliums, les cellules épithéliales. Imbibition. Exactement, parce que quand vous prenez par exemple les épithéliums au niveau du corion, il y a des vaisseaux, d'accord? Et il y a même des phénomènes, il y a certains qui ne sont pas réparés, mais il y a des phénomènes de métaplasie, changement carrément de tissu, voilà. Donc, mais ce que vous venez de dire là, ce n'est pas vraiment l'exemple type de territoire qui n'est pas vascularisé. L'exemple type, c'est la cornée et le cartilage. Donc, une fois détruits, ils ne sont pas réparés. Je prends par exemple, oui, mais moi je vais parler de cas du contraire. Par exemple, vous prenez la lèvre. La lèvre comporte une partie interne, qui est une muqueuse, et une partie externe, qui est une peau. Alors, si par exemple vous avez dû constater, voir quelqu'un qui reçoit un coup sur la lèvre, qui se coupe, quand c'est la partie interne, il y a beaucoup de sang qui coule. Pourquoi? Parce qu'elle est très bien vascularisée, mais elle guérit beaucoup plus vite. Par exemple, si toute la lèvre se coupe,
de l'intérieur vers l'extérieur, la partie interne guérit, qui a beaucoup saigné, guérit beaucoup plus vite que la partie externe. Pourquoi? Parce que les muqueuses sont plus richement vascularisées que le revêtement cutané. Par exemple, chez les femmes qui accouchent, ils ont une épisio, donc c'est vraiment une coupure au niveau de la muqueuse, mais ça guérit en une semaine, tout est réparé. Par exemple, alors que si vous avez la même coupure au niveau de la peau, ça va mettre beaucoup plus de temps qu'au niveau d'une muqueuse. Oui. Dans les déradoirs inflammatoires, c'est tous les tissus qui sont irrigués. Par contre, dans certaines, par exemple les valvulopathies rhumatismales, on dit qu'il y a un remaniement inflammatoire de la valve, malgré qu'elle n'est pas vascularisée, mais elle est en contact direct avec le sang. Remaniement inflammatoire, vous allez voir, vous anticipez, parce qu'on va voir certains tissus par exemple, qui sont détruits, ils sont vascularisés, mais leur destruction n'entraîne pas une réparation complète. Cette réparation se fait sous forme de fibrose. D'accord? Des remaniements fibreux qui me gardent du goulot, ok? Mais vous anticipez, Léna, on va arriver. Oui? Pour les arthrite, par exemple, l'inflammation du tissu cartilageux. Il y a une réparation? Il n'est pas encore vascularisé. Oui, il y a une réparation? C'est ce que j'ai dit. Les cartilages, quand ils sont détruits, c'est bon, il y a... On dit que c'est un processus inflammatoire. C'est un processus inflammatoire qui entoure, c'est pas le cartilage lui-même. L'articulation n'est pas... Exactement. L'articulation n'est pas faite que de cartilage. On continue? Alors, les causes de l'inflammation. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'inflammation, pour une même cause, va être différente. Pourquoi? D'abord pour une même cause. Elle va être différente, pourquoi? Parce que les personnes sont différentes. L'immunité est différente. Par exemple, je prends la grippe, on est en période de grippe, la même grippe, le même virus va toucher deux personnes, elles vont réagir différemment parce que leur immunité est différente. Cette réaction est différente aussi selon c'est l'immunité. On peut avoir une immunité faible en étant jeune et on peut avoir une très bonne immunité en étant âgé. Donc, moi je penserais plus à la sénilité, par exemple, des tissus qui sont mal vascularisés qu'autre chose. C'est autre chose, d'accord? Ça va dépendre de l'organe qui est touché, du tissu qui est touché. Les organes ne réagissent pas de la même façon. Et certains sont plus fragiles que d'autres. Certains, sont vascularisés, mais ne régénèrent pas. Le processus inflammatoire va donner autre chose à ce qu'on pourrait s'attendre au cours d'une inflammation et à ce qu'on pourrait s'attendre d'après la définition du processus inflammatoire. C'est compris? Mais bien sûr, cette inflammation va défendre, et ceci est tout à fait logique, du type d'agression. Alors, on va avoir plusieurs types d'agressions. On va d'agents pathogènes. Il y a d'abord les exogènes, je les ai regroupés en deux. Exogènes à l'organisme et endogènes qui se trouvent au niveau de l'organisme. Donc les exogènes, vous les connaissez, on a les causes physiques. Les causes physiques, ce sont les traumatismes, donc tous les genres de coupures, de bosses qu'on peut avoir. Il y a la chaleur, c'est le coup de soleil, par exemple. La chaleur, c'est les brûlures, quand on se brûle pour les filles qui font la cuisine. Le froid qui entraîne ce qu'on appelle une gerçure. Une gerçure qui est un type de brûlure, mais par le froid, qui peut donner également des lésions aussi importantes, si ce n'est plus que la chaleur. D'accord? Il y a les causes chimiques. Alors les causes chimiques, ce sont tous les produits chimiques qui peuvent altérer, qu'ils soient domestiques ou autres, qui peuvent donner une altération du tissu. Il y a les corps étrangers. Alors les corps étrangers, ils peuvent être, par exemple, c'est des exemples que j'ai donnés. Par exemple, corps étranger, alimentaire. Alimentaire, dès que j'ai dit alimentaire, vous allez penser... Non, pas du tout. Allergie. Mais l'allergie, c'est les causes biochimiques. Donc, alimentaire, je pense à autre chose. À autre chose, c'est-à-dire l'aliment qui va constituer un corps étranger. Quand est-ce qu'un aliment peut constituer un corps étranger?
Par exemple, des régions différentes, par exemple, qui ne sont pas habitués de certains aliments qu'ils mangent. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin, mais ce n'est pas exactement ça. Des zones qui, normalement, ne doivent pas contenir des aliments. Et c'est le cas des fausses routes. L'aliment, les fausses routes. D'accord? C'est le syndrome de Mendelssohn. Le syndrome de Mendelssohn qu'on voit chez les nouveau-nés, chez les bébés, qui régurgitent le lait dans les branches. Donc, c'est la présence d'alimentation à un endroit qui n'est pas le sien. Et ceci va entraîner une réaction macrophagique à corps étranger. D'accord? Il y a les textilomes. Donc, quand on dit textilome, on a l'impression que c'est une tumeur. Textilome. Nome, adénome, d'accord? Mais là, il y a le mot, normalement, qui a attiré votre attention. Textile. Tissu. Alors, comment est-ce qu'un tissu peut-il constituer un corps étranger au niveau de l'organisme? Dans quel cas? C'est autre chose. C'est biochimique, c'est par anticorps. D'accord? C'est un autre type d'inflammation. Là, Gadangoul, corps étranger. Corps étranger. Textile, compresse, oublié. Compresse, oublié. Alors, une compresse oubliée, c'est ce qu'on appelle un textilome. Alors, dans quelle figure de cas on dit textilome pour une compresse oubliée? Donc, une compresse oubliée, vous allez me dire, madame, pourquoi est-ce qu'elle flamberait? Parce que quand on dit textilome, c'est comme une tumeur. C'est-à-dire que la compresse a une forme de tumeur. Alors, vous allez me dire, il y a une compresse qui est dans l'organisme va réagir tout de suite en donnant une fièvre, en donnant un abcès, en donnant... Elle dit qu'il y a la compresse contaminée. Mais quand c'est une compresse qui est stérile, qui est oubliée dans l'organisme, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va essayer de s'adapter. D'accord? Il va essayer de s'adapter, il va essayer de protéger l'environnement de cette compresse. Comment ça? En formant une réaction à corps étranger. Cette réaction à corps étranger va aboutir à la formation de la fibrose. Cette fibrose qui va entourer progressivement cette compresse. D'accord? Elle va l'entourer progressivement pour former, parce que ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, puisqu'il n'y a pas d'inflammation. Il y a eu une inflammation, mais locale. Pas une inflammation importante qui entraîne une intervention. Donc juste locale, au niveau de la zone. Après un certain temps, ce textilome va comprimer les organes qui sont de voisinage. Donc il va y avoir des douleurs beaucoup plus qu'autre chose. Et donc là, ils vont faire une échographie, ils vont dire, tiens, cette personne a une tumeur. Et il va être opéré pour tumeur. Et puis quand ils nous la ramènent là, on a l'impression que vraiment une tumeur, on a l'impression qu'il y a un tissu. C'est un tissu en fait. Et quand on coupe le tissu HEDEC, on tombe sur la compresse qui est à l'intérieur et on dit textilome. Alors, les causes biochimiques, ce sont les allergènes en tout genre, donc qu'ils soient alimentaires ou autres, qui vont provoquer une réaction inflammatoire. Donc, par exemple, quand c'est alimentaire, ça va être une réaction locale, un gonflement de la peau, une rougeur, ça peut être beaucoup plus grave, comme on a l'œdème de Cuik. C'est le plus grave de la réaction allergique. D'accord? Donc la réaction allergique va être différente selon le type d'allergène et selon l'organisme de la personne. Mais également, on a différents types d'allergies. L'allergie à la poussière, l'allergie au pollen, différentes substances, et qui vont donner des rhinites, qui vont donner des bronchites, qui vont donner des bronchiolites. Et généralement, dans ce genre d'allergie, alors pour les autres, etc., on fait des tests, on fait des anticorps, donc il y a une réaction selon l'allergie. Pour par exemple les rhinites, il y a beaucoup plus simple, il y a beaucoup d'enfants qui font des rhinites qui ne guérissent pas, par exemple au bout d'1 mois, 2 mois, et donc le médecin traitant s'interroge sur cette rhinite qui ne guérit pas. Alors on les emmène chez nous, on fait un petit prélèvement au niveau du nez, on étale et on regarde. Et si c'est une rhinite allergique, qu'est-ce qu'on va trouver? Quel type d'éléments? Hein? Où sont les éléments qu'on retrouve dans une allergie? Ce sont les polynucléaires et eosinophiles. Les polynucléaires et eosinophiles qu'on retrouve dans 2 types, dans 2 cas de figure, dans les allergies et dans les parasitoses.
Alors, il y a également les agents infectieux. Donc les agents infectieux tels que les microbes, les parasites, les virus, qui peuvent agir soit directement ou bien à distance en sécrétant leurs toxines et donc qui vont donner une réaction inflammatoire. Après les agents pathogènes exogènes, on a les endogènes. Donc les endogènes qui font partie de l'organisme, il y a les troubles trophiques tels que les troubles de la vascularisation, etc. Il y a les conflits immunitaires que vous connaissez bien. Donc ce sont des conflits antigènes, anticorps, normalement lumineux. Donc dans certains cas, dans certaines maladies, on ne sait pas exactement pourquoi, mais le corps se met à sécréter des anticorps dirigés contre un tissu. Voilà, ce sont les maladies, ça rentre dans le cadre des maladies auto-immunes. Il y a plusieurs types de maladies auto-immunes que vous connaissez. Celle que j'aime bien donner, c'est la maladie de Hashimoto. Vous la connaissez? Non. Alors, la maladie de Hashimoto, pourquoi je la donne? Parce vous ne la connaissez pas, mais c'est une maladie qui est très répandue chez nous. Alors, ça rentre dans le cadre de la thyroïde, des maladies thyroïdiennes. Les maladies thyroïdiennes sont très très répandues. Donc ce que vous connaissez dans les maladies thyroïdiennes, ce sont les goitres, ce sont les adénomes, ce sont les carcinomes, mais il y a les thyroïdites. Les thyroïdites, donc c'est une inflammation de la thyroïde, dans certains cas due à une réaction antigène-anticorps, à un conflit antigène-anticorps. Alors les anticorps sont produits et sont dirigés pour détruire la thyroïde. Donc on ne connaît pas très bien le mécanisme, on ne connaît pas très bien l'origine. Qu'est-ce qui a entraîné? On sait, par exemple, comme dans les maladies auto-immunes, ce sont les grands états de stress qui peuvent donner ça. Par exemple, chez la femme, il y a les accouchements. Beaucoup de femmes déclenchent des thyroïdites après une grossesse et après un accouchement. En fait, en général, c'est les maladies auto-immunes, que ce soit les lupus, il y a plein de maladies, sont dues se voit surtout chez les personnes qui sont stressées. Voilà. Il y a toutes les lésions non inflammatoires. Donc, vous allez voir que l'inflammation ne veut pas dire infection. Donc, les lésions, certaines tumeurs entraînent une réaction inflammatoire. À côté des athéromes, entraînent une réaction inflammatoire. Il faut vous dire que ces réactions inflammatoires ne sont pas toujours manifestes, elles ne sont pas toujours visibles, comme on pourrait par exemple le voir dans une infection due à un virus ou à une bactérie. D'accord. Et puis, il y a certaines substances endogènes. Alors, la question que vous allez vous poser, comment est-ce qu'une substance qui appartient à l'organisme peut constituer un agent pathogène endogène? Dénaturation? Si. Des antigènes au niveau de la surface. Par exemple, on a une plante d'athérum. Lorsqu'il reste beaucoup de temps à l'intérieur de l'organisme, ils vont se dénaturer, donc ils vont appartenir à la non-soi. Très bien. Mais c'est exactement, vous venez de décrire exactement l'athérum, alors qu'on est dans les substances endogènes. D'accord? Alors, je répète ma question. Comment est-ce qu'une substance qui est fabriquée normalement par l'organisme peut à certains moments provoquer une réaction inflammatoire? Super. C'est très simple. Il faut qu'il y ait une normalité. Dès qu'il y a une exagération, le corps ne reconnaît pas. Il essaye de réparer. D'accord? Il va essayer de réparer. Alors, par exemple, là, ce que je donne comme exemple pour que les étudiants comprennent, c'est les dépôts de cholestérol. Donc, vous savez que le cholestérol est fabriqué normalement, il y a des taux. Et à certains moments, il va y avoir un excès de fabrication de cholestérol. Et cet excès, donc ce cholestérol, va se déposer sous forme de cristaux. Et ces cristaux vont être le siège d'une réaction inflammatoire. Il y a également le calcium. Le calcium qui est en train de faire un très grand débat par rapport au lait qu'on boit. Je pense que vous êtes au courant qu'il fut un temps pas très lointain où non seulement on prenait beaucoup de lait, je disais à mes enfants,
Le lait, il le fallait. Et puis même, certaines personnes prenaient du calcium en plus du lait. Pourquoi? Parce que ça aide chez les personnes âgées, chez les femmes enceintes. On dit il y a un déficit. Maintenant, on dit tout à fait le contraire. On dit vous n'avez même plus besoin de prendre du lait. Pourquoi? Parce que le calcium qui est contenu dans le lait provoque des tumeurs. Donc est cancérigène. On dit que ce calcium traverse la paroi intestinale et va se déposer chez la femme, par exemple, au niveau du sein, et chez l'homme au niveau de la prostate. Et ces dépôts de calcium, qu'on appelle des calcifications, peuvent être à l'origine de tumeurs. Donc, Hadou, c'est mon avis. Hein. C'est des lobbies, c'est de simples lobbies. D'accord? Parce que c'est pas... on ne peut pas avoir un excès de calcium en prenant une tasse de lait le matin, une tasse de lait le soir. Il ne faut pas exagérer. Ça, je pense que ça dit, c'est peut-être nos grands-parents et nos arrière-grands-parents se portaient très très bien et ils ne se nourrissaient que de ça. Alors, donc vous avez compris pour les substances endogènes. Dès qu'une substance, j'ai donné les deux, mais il y a d'autres exemples. Dès qu'une substance est fabriquée de façon excessive, elle va se transformer, elle va provoquer une réaction inflammatoire à corps étranger. Alors, une réaction inflammatoire à corps étranger, c'est un type de réaction que vous allez voir dans les différents types de réactions. Elle est très très spécifique. Donc, jusque-là, ce qu'il ne faut pas oublier, d'abord, que les causes infectieuses ne constituent en fait qu'une partie, une petite partie du processus inflammatoire, contrairement à ce qu'on peut penser. Que certaines causes déterminent des lésions de morphologie particulière, d'où la notion d'inflammation spécifique. Alors, Hedi, c'est tout un cours. En fait, c'est le rôle du pathologiste dans le processus inflammatoire. Et dire, voilà, on a des cellules bien particulières, dont je vais parler les prochaines fois, que c'est la présence de ces cellules va déterminer telle ou telle maladie. Et en fonction du diagnostic qu'on va donner, il va y avoir un traitement. D'accord? Que même un agent pathogène peut donner des réactions inflammatoires, le même agent pathogène, je l'ai dit, selon le terrain, et que plusieurs causes peuvent coexister pour provoquer une seule réaction inflammatoire. Alors, quels sont les éléments qui interviennent dans la réaction inflammatoire? Donc, elle fait intervenir les cellules, mais également sécrétion de médiateurs. Ça, c'est important. Alors, ces médiateurs, comment ils vont agir? Ils vont agir en permettant... Vous allez voir que Hedi, ça résume tout ce que je vais dire tout à l'heure. Vous allez voir. Donc, permettent l'attraction et l'activation des cellules, mais en plus de ça, ils permettent donc de réguler le phénomène inflammatoire, de le réguler, de l'augmenter ou de le diminuer pour qu'il y ait réparation. C'est ça, faire une régulation. Ok? Alors, deux systèmes. Il y a les cellules donc, qui ont une place importante dans la réponse immunitaire. Il y a d'abord le système cellulaire et les substances qu'il sécrète, d'accord? Les substances humorales. Donc, les cellules mononucléées, on commence par le système cellulaire, les cellules mononucléées et les polynucléées qui vont s'accumuler et qui vont, vous allez voir, dans les différentes phases, qui jouent un rôle très 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 important. Et puis il y a les cellules endothéliales. Ce sont comme des cellules endothéliales, ce sont les cellules qui entourent les vaisseaux. Alors ces cellules endothéliales, quand elles sont activées par une agression, elles vont apparaître gonflées. Normalement, c'est des cellules longues aplaties. Elles vont se gonfler. Et donc, quand elles sont activées, elles vont sécréter des substances, des cytokines, qui vont attirer les cellules, voilà, qui vont attirer les cellules au niveau de... oui, et qui vont également jouer un rôle important dans la coagulation, parce qu'ils activent le facteur de coagulation qui est le facteur 12. Alors, le système cellulaire. Alors, le système cellulaire, il est constitué d'abord par le système lymphoplasmocytaire que vous connaissez parfaitement, les lymphocytes T, les lymphocytes B, que vous avez fait en immuno. Alors, les lymphocytes T, vous savez, ils sont à l'origine de l'immunité cellulaire. Donc, ces lymphocytes permettent la production de lymphokines. Ils naissent au niveau de la moelle et ils vont être transportés au niveau du thymus et puis vers les autres organes par la circulation sanguine. Alors, quand il y a une agression, ce lymphocyte T va être activé et en s'activant, il va se transformer en immunoblaste. D'accord? Et puis,
À partir de là, il va y avoir deux types de lymphocytes, transformation en deux types de lymphocytes. Les lymphocytes killers, les tueurs, et les lymphocytes à mémoire. À mémoire, kiff. Alors les lymphocytes killers, ce sont ceux qui agissent directement, c'est des tueurs, ils sont là, ils vont essayer de détruire l'agression. Et ceux à mémoire, ils vont garder, deuxième contact. Voilà, ils vont garder en mémoire l'agresseur pour agir plus rapidement et plus efficacement au cours du deuxième contact. Exactement. Les lymphocytes B, qui sont eux responsables de l'immunité morale, ils naissent également au niveau de la moelle, tous les éléments naissent au niveau de la moelle, et eux, on va les retrouver localisés au niveau des tissus lymphoïdes, au niveau des follicules lymphoïdes. Alors, où est-ce qu'on trouve ces follicules lymphoïdes? Dans les organes lymphoïdes, la rate, les ganglions, les amygdales, les muqueuses. Tissus associés aux muqueuses. Exactement. Voilà, par exemple, les intestins, voilà. Il y a le thymus, les branches, l'appendice, tout ce qui est digestif en fait. Donc, une fois activés, ils vont se transformer en immunoblastes. Les immunoblastes vont donner des plasmocytes qui sécrètent les immunoglobules. Oui. Ok? Quelques images, comme vous allez faire connaissance avec ces éléments, donc des images qui vont vous permettre de faire la différence entre les lymphocytes, les plasmocytes, les polynucléaires, etc. Donc, c'est un lymphocyte. Comment on reconnaît les lymphocytes? D'abord, le lymphocyte, même s'il est plus grand que l'hématie qui est juste à côté, c'est des globules rouges, c'est le plus petit des éléments par rapport au plasmocyte, par exemple. Le lymphocyte est plus petit que le plasmocyte. Alors, on a l'impression, quand on regarde un lymphocyte, on a l'impression qu'il ne possède pas de cytoplasme. En fait, son noyau est tellement grand qu'il occupe tout le cytoplasme et il ne persiste qu'un petit endroit, qu'un peu de cytoplasme, où c'est le noyau. Il est caractérisé par une chromatine que vous voyez là, qui est dense, mais qui est homogène. Elle se répartit de façon homogène, exactement, de façon homogène au niveau du noyau. Par contre, si vous prenez le plasmocyte, qui est repéré par les flèches là, alors, le plasmocyte, il est beaucoup plus grand que le lymphocyte, ou le plasmocyte, tout ça. Il est caractérisé par un cytoplasme qui est très abondant et par un noyau qui est excentré. Donc le noyau est refoulé à une partie, d'accord? Et puis sa caractéristique, on ne voit pas très bien le cytoplasme, ce qui le caractérise, c'est la chromatine 0 qui n'est pas homogène, mais qui est motée. Donc c'est des petits amas qui se disposent le plus souvent à la périphérie, juste à la membrane basale, ce qui donne un aspect qu'on appelle en rayon de roue, qui lie un vélo, donc avec des rayons de roue. D'accord? Alors, par exemple, regardez, vous avez un lymphocyte, on ne voit ni cytoplasme, on ne voit que le noyau, et qui est donc très foncé, basophile. Pourquoi? Parce que la chromatine est dense. Et puis vous avez le plasmocyte qui est déployé, le cytoplasme abondant, avec un noyau qui est refoulé, excentré, et puis une chromatine qui est motée. Vous avez d'autres éléments, c'est des fibroblastes, bon, on les verra plus tard, qui interviennent, les fibroblastes qui interviennent à la phase finale ce sont les charpentiers, les fibroblastes. C'est les charpentiers, vous savez ce que c'est qu'un charpentier? Voilà, le charpentier, c'est ce qui travaille les charpentes, donc il construit, il finit, d'accord? Alors, je vous montre un organe lymphoïde. En fait, c'est un appendice. La muqueuse. Il est vraiment... c'est un des organes où on trouve le plus de follicules lymphoïdes. Regardez. Et puis, quand il y a une agression, bon, l'appendice, quand il y a une inflammation, c'est l'appendicite. Il y a plusieurs types d'appendicite. Mais ce qu'on voit au microscope, l'appendicite, c'est le follicule lymphoïde qui est augmenté de taille, mais dont le centre germinatif est hyperplasique et occupe la presque totalité de follicules lymphoïdes. D'accord? Donc, où le centre germinatif, il ne reste du follicule lymphoïde qu'une partie, il est très élargi. Ok? D'accord? Il n'y a pas de curseur. Alors, là. Oui.
Oui, bien sûr. Oui. Fallait me dire, moi je pensais que parce que la souris, alors, voilà. C'est le noyau. Le noyau avec un tout petit bout de cytoplasme, la chromatine qui est motée, qui est basophile. Regardez, le plasmocyte avec la flèche, le cytoplasme qui est très abondant, le noyau qui est excentré avec la chromatine, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de plasmocytes. Hein. La chromatine qui est motée, elle est motée à la périphérie. Vous avez un lymphocyte. Regardez la différence entre les lymphocytes et les plasmocytes. Ils sont de taille plus petite et on ne voit presque que le noyau. Et puis le follicule lymphoïde, donc les follicules lymphoïdes, avec le centre germinatif, tu as le follicule lymphoïde qui est hyperplasique, d'accord, qui témoigne de l'activité, de son activation et de production. Et la muqueuse avec les structures glandulaires, tu as l'appendice. Ok? Alors, les phagocytes maintenant. Alors, les phagocytes, ils agissent, ce sont les granulocytes et les macrophages. Hein. Les granulocytes, ce sont les polynucléaires et les macrophages, par opposition aux granulocytes qui comportent un seul noyau. D'accord? Donc, comment ils agissent? D'abord, ils agissent par phagocytose. Vous connaissez le phénomène, c'est la phagocytose. Oui, oui. Donc, elle s'effectue en 3 phases. L'adhérence, donc quand le polynucléaire, le phagocyte, se trouve devant une particule, il va se réunir, donc il va la toucher, c'est ça l'adhérence. Après, il va former des pseudopodes pour englober la vésicule. Le phénomène HEDA va aboutir à la formation du phagosome. Donc, il va libérer les enzymes lysosomiaux qui se trouvent à l'intérieur, qui vont digérer la vésicule étrangère. Donc, quand la digestion est complète, tout est bien qui finit bien pour l'organisme et pour le polynucléaire ou pour le macrophage, mais dans certains cas, la digestion n'est pas complète, donc les particules ne peuvent pas rester à l'intérieur, ils vont être éliminés pour être digérés une deuxième fois par d'autres. Oui, alors cette élimination se fait soit par le phénomène externe, contraire, qui est l'exocytose, avec l'endocytose, il a dit c'est l'exocytose, soit par modification de la membrane cytoplasmique qui va laisser passer par simple diffusion ces éléments. D'accord? Vous voyez à quel point c'est complexe un organisme, les cellules, à quel point ils sont complexes et à quel point les choses sont bien faites pour que tout rentre dans l'ordre. Il y a des moments où ça dérape et que c'est pour ça qu'on a des maladies et que ça ne marche pas. Alors, il y a 2 types de phagocytes, il y a les macrophages et les microphages. Donc les macrophages, on parle de macrophages, ce sont des grandes cellules qui sont là pour phagocyter les éléments de grande taille. Et les microphages, ce sont des petites tailles ou la soluble des liquides. Comment? Non. Les monocytes sont des macrophages, monocytes, un seul noyau. D'accord? Les granulocytes sont des polynucléaires. D'accord? Voilà. Alors, les macrophages, ils sont tous produits au niveau de la moelle, que ce soit le polynucléaire ou le macrophage, les monocytes. D'accord? Alors, les macrophages, qui sont en fait les monocytes, c'est un terme général. C'est un terme général, monocyte. La localisation des cellules au niveau du sang. Monocyte, on les trouve au niveau des tissus, macrophages. C'est vrai, mais c'est les mêmes cellules. Oui, c'est la nomination qui diffère. Exactement. Alors, et les macrophages, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les macrophages qui vont former des histiocytes. Alors, les macrophages qui sont produits au niveau de la moelle vont être véhiculés au niveau des tissus périphériques et vont se transformer en histiocytes. Alors, l'histiocyte est une cellule qui est très particulière. Elle est particulière parce que, d'abord, elle va porter des noms différents. Donc, le macrophage, l'histiocyte provient du macrophage. Et elle va porter des noms qui sont différents selon ce qu'elle a phagocyté. Par exemple, quand elle phagocyte de la graisse, on dit
L'hypophage. On dit l'hypophage et on dit histiocytes spumeux. Ce sont les histiocytes spumeux. D'accord? Par exemple, quand elles phagocytent du sang, on dit hématophage. Donc, ce sont les mêmes cellules qui vont prendre des noms différents selon le produit qu'ils ont phagocyté. Il faut savoir que cet histiocyte joue un rôle très important dans le diagnostic de certaines maladies qui sont spécifiques, de certaines inflammations qui sont spécifiques. Pourquoi? Parce que tant que c'est un histiocyte, il reste quelque chose de non caractéristique, général, mais il peut lui-même donner à d'autres cellules, naissance à d'autres cellules, qu'on appelle les cellules épithéloïdes, qui, elles, quand elles sont présentes, déterminent des inflammations particulières dont on va parler plus tard. D'accord? Alors, où est le rôle? C'est l'épuration et l'élimination des substances, qu'elles soient endogènes ou exogènes, et en plus de ça, ils permettent la transmission de l'information antigénique aux lymphocytes pour le deuxième contact. Les polynucléaires, qu'on appelle également les granulocytes, donc qui naissent également à partir de la moelle. Il faut savoir que quand par myéloblaste, il faut savoir que quand on arrive au polynucléaire, c'est la cellule qui est mature, donc c'est différentes étapes jusqu'à la maturation. Cette maturation va se traduire par l'apparition de pseudopodes, au lieu que ce soit un seul noyau. Elle va être multinucléée et par l'apparition de granulations à l'intérieur qui vont déterminer les différents types de polynucléaires, neutrophiles, éosinophiles et basophiles. D'accord? Mais ça traduit une maturation. Ce sont des cellules qui sont adultes. Alors, il faut savoir que des polynucléaires matures vont se répartir dans l'organisme. Il y en a qui restent dans la circulation. Et dès qu'il y a une agression, il y a un chimotactisme et ils sont attirés au niveau de la zone où il y a l'inflammation. Alors que par contre, certains sont prêts, ils restent autour des vaisseaux et dès qu'il y a une agression, ils traversent, c'est ce qu'on appelle la diapédèse, ils traversent les vaisseaux pour aller vers le tissu de l'inflammation. Donc l'image, les différents types, vous avez là le neutrophile parce que les granulations sont transparentes, on ne les voit pas. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un polynucléaire? Un polynucléaire possède voilà, polylobé, et il donne cet aspect qu'on appelle en aile de papillon, comme un papillon. Voilà. C'est l'éosinophile, donc vous voyez que les granulations sont éosinophiles. Vous allez me dire, l'ENA, c'est pas vraiment en aile de papillon. Pourquoi? L'explication est très simple. Et les granules musculaires. Alors, quand le polynucléaire est intact, c'est-à-dire qu'il est là, qu'il est prêt à attaquer, à agression, il a cet aspect homogène, donc d'aspect en papille. Puis il va attaquer. Il peut sortir indemne de cette attaque. C'est comme les guerriers. Donc, il peut sortir indemne, comme il peut être tué. Donc, il ne peut pas sortir. Quand il est tué, en ce qu'on appelle le polynucléaire altéré, et cette altération se traduit par une fragmentation du noyau. Donc, là, il est fragmenté. Donc, une fragmentation, donc c'est un polynucléaire qui est en train de mourir, si vous voulez. Donc, il est altéré. Il faut savoir que, imaginez, on est dans un tissu où il y a une inflammation. Avec le nom, vous avez compris que la majorité des cellules va être surtout des polynucléaires et des macrophages, mais surtout des polynucléaires. Je vais vous montrer après des tissus de granulation. Granulation, ce sont les tissus où a lieu l'inflammation. On dit granulation parce qu'il y a les différents éléments du processus inflammatoire. Vous allez voir que la majorité, ça va être des polynucléaires. Et en fait, ces polynucléaires sont là, en train d'essayer de réparer. Très souvent, à certains moments, en disant, allez, à certains moments, ils vont être vaincus, ils vont être altérés, et ces polynucléaires altérés constituent quoi cliniquement? Un polynucléaire, je suis une pathologiste, un polynucléaire altéré. Et ça se traduit comment? Oui, non, spécialement les eosinophiles. Hein? Super, c'est du pus. C'est du pus. Donc, quand vous voyez ici, par exemple, on prend un prélèvement de pus et qu'on le met sur la lame, qui est au microscope, on va avoir des polynucléaires altérés. Voilà ce qu'on va avoir.
Ok. Voilà. Donc c'est le basophile. Regardez le basophile avec des granulations qui sont foncées. C'est pour ça qu'on dit basophile. Alors, oui. Sur la diapo précédente, oui. Ça veut dire que ces éosinophiles, ce sont des polynucléaires. Non, pas du tout. C'est des types différents. L'exemple Barclay Lehna, il est altéré. Mais on a des polynucléaires éosinophiles intacts. Tous les polynucléaires, qui soient basophiles, neutrophiles ou éosinophiles, présentent un aspect intact ou un aspect altéré. L'aspect intact se traduit par un aspect en aile de papillon. La fragmentation du noyau traduit une altération. Pour vous montrer Heda, c'était un polynucléaire altéré, c'est pour montrer les granulations. Il ne masque pas toujours, ça dépend des images, il ne masque pas toujours. Alors, le noyau est toujours, qu'il soit basophile, éosinophile ou neutrophile, quand il est intact, il est toujours polylobé. Et les granulations se trouvent dans le cytoplasme. Ça dépend des incidences de coupe. On peut le voir masqué dans l'un ou dans l'autre. Donc, dans les neutrophiles, ils ne sont pas masqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont transparents, c'est tout. D'accord? Mais ça va dépendre de l'incidence de coupe. Mais dans les trois, on a le noyau qui est polylobé quand il est intact et fragmenté quand il est altéré. D'accord? Alors, une autre image pour vous montrer les... Donc, alors quand il y a un seul noyau comme ça veut dire qu'il n'est pas encore mature en fait. Hein. D'accord? Comme la maturité, le passage d'une étape à une autre va se traduire en finale par le noyau polylobé. Donc vous voyez là, on a واحد qui n'est pas totalement, deux qui ne sont pas totalement matures, et puis les deux autres qui sont adultes et qui sont polylobés. Alors, l'image, c'est une image d'un microscope électronique. D'accord? Les différents éléments jusqu'à présent. Regardez par exemple, on constate que la plupart des polynucléaires sont altérés. Regardez, il y a une fragmentation. Par exemple, un polynucléaire qui est intact. D'accord? Puis, regardez là, une cellule avec un cytoplasme abondant. Regarde ce qu'il comporte à l'intérieur. C'est un histiocyte. C'est un macrophage là. Donc il comporte, là c'est juste pour prendre la photo, donc c'est de la lipofuchine. C'est un colorant pour mettre en évidence la caractéristique macrophagique. D'accord? On voit wahda là ou wahda là. Et puis vous avez les macrophages. Ce sont des cellules mononucléées, de grandes cellules mononucléées. D'accord? De toutes les grandes cellules là, tout ce qui est grand, comme ça, c'est des macrophages. Après, les deuxièmes intervenants, après les cellules, ce sont les médiateurs immunochimiques. Alors, autant, disons, parce que c'est mon rôle en tant que pathologiste, c'est-à-dire je parle bien de ce que je vois, n'est-ce pas, au microscope. Autant la partie HEDI va être une partie où je serai seulement descriptive sur l'action et sur les conséquences, sans rentrer dans la physiopathologie, parce que c'est tous des éléments que vous avez déjà fait, que vous connaissez, et donc je ne rentre pas dans la physiopathologie. Et même si je veux, je ne pourrai pas, parce que je pourrais vous dire des choses qui ne sont pas vraies, étant donné que ce n'est pas mon rôle. D'accord? Alors, donc les médiateurs, ils sont nombreux, ils vont agir. Vous allez voir que tous les médiateurs vont avoir à peu près le même rôle. Et donc ils sont là pour renforcer l'action des uns et des autres. Ils complètent et ils renforcent. Donc l'action la plus importante, c'est la modification de la perméabilité de la membrane cytoplasmique, qui va permettre des échanges. Des vaisseaux qui va entraîner des échanges entre le lieu où se déroule l'inflammation et la circulation sanguine. D'accord? Le chimiotactisme, qui est un phénomène très important,
puisque il permet d'attirer les éléments vers les vaisseaux et qui vont traverser par la suite. D'accord? On va commencer par les médiateurs d'origine cellulaire locale, parce qu'il y en a qui vont arriver par la circulation sanguine. Alors, ceux-là, ils sont produits par les éléments dont on a parlé, d'accord, les lysosomes, les polynucléaires, par le contenu lysosomial, et également par les lymphocytes, par les produits qu'ils secrètent. D'accord? Et il y a également, en plus des éléments dont on a parlé, qui sont sécrétés par des cellules qu'on a vues, il y a les amines et les prostaglandines, qui, eux, ont un effet sur les vaisseaux. On va commencer par les amines. Les amines, il y a deux types, il y a l'histamine et la sérotonine. Vous voyez que je parle surtout de l'histamine, comme vous le savez, elle est stockée sous forme de granulation dans les polynucléaires, dans les monocytes, etc. Alors, son action, c'est quoi? Elle va être à l'origine de la vasodilatation. Vasodilatation, c'est quoi? C'est l'augmentation du calibre des vaisseaux, de l'augmentation de la perméabilité capillaire, donc on revient, vous voyez que c'est un élément qui revient à chaque coup, de la congestion active. C'est quoi une congestion? C'est un afflux de sang au niveau des vaisseaux, d'accord? Afflux de sang au niveau des vaisseaux, et puis un œdème inflammatoire. Alors l'œdème inflammatoire, vous allez le voir la prochaine fois, qu'il a une action très très importante dans le processus inflammatoire. Il y a également la sérotonine. Juste un mot, la sérotonine est là pour compléter, pour renforcer l'action de l'histamine. Alors, cette image, c'est pour vous montrer d'abord un tissu de granulation. Ce qu'on voit au microscope quand on est dans un territoire inflammé. Voilà ce qu'on voit. Des points. Des points, peut-être les points hadou, c'est des granules. Ce sont les éléments inflammatoires. D'accord? Tous les éléments que je viens de dénombrer, lymphocytes, plasmocytes, macrophages, etc. Il y a une majorité de plasmocytes, de polynucléaires qui m'a goûté. Ces images, c'est surtout pour vous montrer ce que je viens de dire, la vasodilatation et la congestion. Donc, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau qui est dilaté. Regardez un vaisseau de taille normale qui n'est pas dilaté. Vous voyez la différence? Et puis vous avez ce qui est rouge, c'est des hématies. Donc ça dit à la congestion. La congestion qui est l'afflux du sang au niveau des tissus. Voilà. Alors, vous voyez par exemple, il n'y a qu'une partie mais c'est juste des incidences de coupe. À certains moments, la technique, c'est on a le vaisseau qui est complètement vide. Donc c'est au cours de la technique, à certains niveaux, on a des coupes de vaisseaux qui sont vides. Mais en fait, ils ne sont pas vides. C'est juste... d'accord? Deuxièmement, les prostaglandines. Alors, ce sont des acides gras insaturés qui sont, eux, à l'origine, donc je ne vous apprends rien, c'est exactement la même chose, de la vasodilatation, mais de la douleur, de la fièvre et puis du chimiotactisme. Après les médiateurs locaux, on a les médiateurs plasmatiques. Les médiateurs plasmatiques qui sont représentés d'abord par le système des kinines. Le système des kinines qui est composé de 3 polypeptides de structure très voisine, la bradykinine, la lysine bradykinine et la méthionine, lysine bradykinine. Alors ce système de kinine qui est important va également entraîner l'augmentation de la perméabilité vasculaire et va entraîner une augmentation de l'adhérence des polynucléaires au niveau de la paroi des vaisseaux. Et puis, lui est à l'origine de la douleur qu'on peut sentir au cours d'une inflammation. Le complément sérique que vous connaissez bien, donc qui est présent également dans le sérum, et dont l'accent c'est de compléter voilà. Alors, vous savez qu'il est constitué par 9 compartiments de C1 à C9 et qu'il existe plusieurs voies. Et donc, dans le processus inflammatoire, il y a 2 voies qui peuvent être utilisées. La voie classique, donc d'étape en étape, c'est une succession de réactions enzymatiques. Et puis la voie alterne qui, elle, va court-circuiter C1 et C2 et va aller directement vers la fraction C3. Alors, ce système du complément, donc Kimabutilcom, il agit par des réactions immunitaires et par des activations enzymatiques successives, et toutes ces actions vont aboutir
à la destruction cellulaire, donc détruire la cellule par altération de la membrane, et également par la libération de corps actifs qui vont intervenir dans le processus inflammatoire. Le dernier facteur qui va intervenir, c'est le facteur 12. 12, c'est le facteur de Hagman qui est responsable de la coagulation. Il faut savoir que ce facteur existe à l'état normal et que quand il y a une réaction inflammatoire, il va être activé. Comment il est activé? Il est activé par l'altération des cellules endothéliales qui entourent les vaisseaux. Donc ce facteur 12, quand il est activé, va à son tour agir sur le système des kinines, donc l'activation du système des kinines. Il provoque la réaction, le complément et bien sûr la coagulation. Voilà en ce qui concerne cette première partie. Est-ce que ça vous a... C'était bien? Est-ce que ça vous avez compris? Oui. Alors vous lisez, vous ne pouvez pas le lire parce que je ne l'ai pas encore mis. Je vais mettre la présentation sur le site de la faculté ainsi que le cours. Donc même le cours à tirer, je le mets. Si vous voulez le tirer directement par internet, c'est comme vous voulez. Comme à tirer. Oui. Vous voulez le tirage? Oui, d'accord. D'accord.